Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse de portefeuille. Et aujourd'hui, on va parler d'un investisseur qui gère pas moins de 10 milliards d'euros en bourse. Et oui, aujourd'hui, on s'intéresse à Bill Ackman. Alors Bill Ackman, vous le connaissez peut-être si vous vous intéressez un petit peu à la bourse globalement. Il est notamment très présent sur Twitter et il est connu pour certains coups d'éclat dont il a le secret, et notamment le fait d'avoir fait une vente à découvert contre le titre Herbalife en 2012, accusant la société d'être une gigantesque pyramide de Ponzi. Et en gros, un Ponzi, c'est une sorte de montage financier qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par des nouveaux clients. Il y en a même qui vendent des formations à des gens pour leur apprendre à vendre cette même formation. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le principe. Enfin, voilà pour ce que c'est qu'un Ponzi finalement. Bill Ackman, il n'est pas connu uniquement pour ça. Il a aussi un fonds d'investissement qui s'appelle Pershing Square Capital Management, et ce fonds, il a notamment acquis pas mal d'argent avec des coûts un petit peu, comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça, un petit peu miraculeux finalement, dont lui il a le secret, Bill Ackman il a ce secret là. Bon après c'est quand même un grand investisseur, on va le voir après, il a une stratégie qui est quand même définie, mais parfois il réussit des trucs qui sont un peu invraisemblable, et notamment en 2014, il a investi sur la réussite d'un SPAC. Alors en gros un SPAC, on va voir ça, mais c'est une société qui n'a pas d'activité opérationnelle lors de son introduction en bourse, et cette même SPAC, elle a acquis une fraction du capital de Burger King, donc il a fait beaucoup d'argent avec ça. Bon alors globalement, Bill Ackman, c'est un mec qui aime bien consommer, Vous voyez qu'en termes de répartition du portefeuille, on a de la consommation cyclique à hauteur de 60%, ce qui est assez impressionnant. Ensuite, on a de la communication et des services à hauteur de 17%, du real estate, donc de l'immobilier à hauteur de 12%, et des valeurs industrielles à hauteur de environ 11%. Si on regarde un petit peu le détail, on voit effectivement qu'il a pas mal d'actions qui sont liées à la restauration. On ira les analyser juste après. Ensuite, il est aussi investisseur chez Hilton. On en parle juste après, mais vous devez certainement connaître. Et après, on a un petit peu de Alphabet, à hauteur de quasiment 16%. Je ne sais pas pourquoi elles sont divisées, les deux, mais bon, en tout cas, c'est la même société. Donc à hauteur de 17%, je dirais, environ. Ensuite, on a Canadian Pacific, Kansas City, je ne connais pas. On ira voir après. On a une holding qu'on ira aussi analyser, et Lowe's Companies. On va aussi aller regarder ses achats récents, ce qui se passe un petit peu vis-à-vis de son portefeuille. Alors, il rachète du Alphabet de temps en temps, donc tout ce qui va être Google. En revanche, il est en train de réduire Lowe's Companies. Je nous la mets de côté, on va aller la voir juste après. On va aussi aller voir la compagnie là qu'il est en train de beaucoup acheter. Vous voyez qu'il essaye de monter au capital petit à petit. On a encore du Alphabet. Il réduit par contre tout ce qui est restauration. On va aller les voir aussi juste après. Et il y a quelque chose qui m'avait un petit peu étonné. C'est qu'en gros, il a sold out Netflix en juin 2022. Alors, on va aller voir là, vous voyez, Netflix sold out. Et si je comprends bien, depuis sa vente, l'action a gagné 154%. On va aller vérifier ces infos-là. Après, bon, il y a du Hilton. Hilton, on va aller analyser aussi. Bon, on va aller voir ce qui se passe du point de vue de Netflix, parce qu'il a quand même vendu. Le gaillard, il a vendu en juin 2022. Donc, l'action, elle coûtait, on va dire, aux alentours, allez, on va faire une moyenne, aux alentours de 180 €. Et c'est vrai qu'actuellement, on est sur du 570 €. On a eu des résultats assez exceptionnels pour Netflix qui confirment un petit peu, qui assoient un petit peu sa position dans le streaming. Donc mauvais coup là pour Bill Ackman. Après, je sais pas si c'était anticipable, mais effectivement il a vendu un peu tôt, Bill. On va aller voir un petit peu sur GuruFocus pour Netflix, voir ce que ça nous dit. Bon, Netflix, ça reste une très belle société, comme vous pouvez le voir. En termes de profitabilité, on est sur du 9 sur 10, avec un ROE de 25%, ce qui est tout à fait correct, au-dessus du secteur d'activité. Une santé financière
solide. On va quand même aller voir ce qui se passe en termes de cash to debt. Bon, effectivement, on a un cash to debt qui a tendance à augmenter sur le long terme. Après, à moyen terme, il est en train de se réduire légèrement avec un cash qui augmente. Des revenus qui sont en augmentation, qui ont connu forcément, avec l'âge d'or du streaming, une très forte augmentation. Et donc, lui, il a vendu vraiment au plus bas, alors que l'action était était considérée comme étant vraiment sous-évaluée. Donc j'avoue que je comprends pas trop ce move là de la part de Bill Ackman. Il a peut-être pris peur, je sais pas trop. Mais bon, voilà, on va aller voir les autres actions. On a Lowe's Companies, qui a l'air d'être pas mal du tout. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en termes de business. Est-ce qu'on a des infos intéressantes? Alors, Lowe's Companies, en gros, je vais vous la faire en français. On va regarder un peu plus globalement ce qui se passe vis-à-vis de la société, son business, etc. Donc c'est le numéro 2 mondial de la distribution de produits de rénovation résidentielle, notamment pour les particuliers. Donc on a des produits de décoration, des matériaux de construction, tout ce qui va être aussi décoration extérieure, jardin, aménagement, etc. Donc c'est assez diversifié, globalement, en termes d'électricité, plomberie, etc. Bon, ça après c'est pas ce qui est le plus intéressant. On est centré par contre sur les États-Unis à hauteur de 95% et 5% au Canada. Donc voilà un petit peu pour le business de l'entreprise. On va retourner voir un petit peu ce qui se passe du coup en termes d'analyse fondamentale. On n'a aucun warning, on n'a aucun sévère warning, donc c'est plutôt une bonne chose. On a un 9 sur 10 en termes de profitabilité avec un ROE qui est excellent et qui est très supérieur à ce qui se fait dans le secteur d'activité. Donc c'est une très bonne chose. Des marges aussi qui sont très correctes. Une santé financière par contre sur laquelle il va falloir faire attention. Effectivement, on a un cash to debt qui est pas très bon. Donc avec très peu de cash. Un cash qui est d'ailleurs globalement en diminution, si on regarde un peu sur les 4-5 dernières années. Une dette qui commence à diminuer là sur les derniers exercices, mais qui est quand même en très forte augmentation depuis 10 ans. Donc c'est à surveiller. On a un revenu qui a diminué en 2024, qui diminue en 2024, donc il va falloir surveiller ça. Je pense que l'action a dû être sanctionnée légèrement, ça doit être à cet endroit-là. Donc elle a eu des moments où elle était sous-évaluée. Actuellement, elle est bien évaluée. On est sur du fer, donc c'est correctement évalué. Donc voilà, lui, il investit là-dessus à hauteur de... Ça représente combien en termes de sur son portefeuille? Je vais regarder quand même en termes de pourcentage. Donc pour Lowe's, on est à hauteur de 14% de son portefeuille. Donc c'est quand même une grosse position. Donc voilà. On va ensuite passer à Howard Hughes Holdings. Alors, qu'est-ce qu'on a là? En tout cas, quand on regarde globalement, l'analyse fondamentale, elle n'a pas l'air très bonne. L'AGF Value, j'en perds mon latin, mais c'est du n'importe quoi, donc on peut pas se baser là-dessus pour cette entreprise-là. On peut quand même supposer qu'il y a un potentiel de croissance anticipé qui peut être important, alors qu'on est sur un 3 sur 10 de croissance. Il n'y a pas beaucoup de choses cohérentes, donc les infos sont pas trop cohérentes pour cette entreprise-là. On va quand même aller voir ce qui se passe en termes de business, voir un peu ce qu'ils font. Hop. Donc, il y a de la stratégie. Ok. Asset management, pourquoi pas. Et master plan. On va voir ce qui se fait un petit peu. Bon, si on regarde un petit peu sur Zone Bourse, on voit que c'est une société donc qui gère et qui développe des biens immobiliers, que ce soit du commercial ou du résidentiel. On a aussi d'autres secteurs d'activité, notamment l'asset management, le développement de stratégie, pourquoi pas. Ça a l'air assez diversifié. Vous le voyez là, en termes de chiffre d'affaires, on a une répartition qui est assez diversifiée entre les différents secteurs d'activité. On n'a pas de répartition géographique. Bon, pour moi, c'est un peu un mystère cette holding là. Faudra avoir plus d'infos, faudra aller chercher plus en détail. On va pas le faire aujourd'hui. On essaiera peut-être pourquoi pas de le faire plus tard. Ensuite,
si on regarde un petit peu globalement son portefeuille, vous voyez qu'il y a beaucoup de restaurants. Donc il y a Mexican Grill, il y a... Alors celui-là, c'est Restaurant Brands International. On va aller voir ça. Hop, 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 hop. Je l'avais déjà là, bon, c'est pas grave. Donc là, on a déjà 3 sévères warnings. Alors, on va aller voir effectivement ce qui se passe. Donc des marges qui baissent. Ouais, globalement, c'est les marges qui baissent. Donc c'est peut-être lié à la crise économique qu'on est en train de vivre. Sinon, en termes de profitabilité, on est bien noté. Du 8 sur 10, avec un ROE et des marges qui sont largement supérieures au secteur d'activité. On serait actuellement sous-évalué d'après la GF Value de Gurufocus. Par contre, on a un 4 sur 10 en termes de santé financière. On va quand même aller checker un petit peu tout ça. On a des revenus qui sont globalement en croissance, donc ça c'est une bonne chose. Surtout sur le dernier exercice, donc c'est assez intéressant. En revanche, effectivement, c'est vrai qu'on a un cash to debt où on a peu de cash par rapport à la dette. Donc je pense que c'est une entreprise qui essaie aussi de grossir. Donc ça peut expliquer l'importance de la dette finalement. Après, ça a quand même l'air d'être une dette qui globalement a du mal à être rentabilisée. C'est ce qu'on voit ici. Donc il faudrait étudier à long terme si vraiment on arrive à être rentable et vraiment avoir quelque chose d'intéressant. Est-ce que cette dette elle va être intéressante ou non? Attention aussi, on a un score d'Atman qui est élevé, et pour ceux que ça intéresse, en gros, le score d'Atman, ça indique la probabilité qu'une entreprise fasse faillite dans les années à venir. Donc c'est assez intéressant. Là, effectivement, pour cette société-là, c'est assez risqué. Donc en termes d'investissement, c'est assez risqué. Bon, c'est pareil, comme je vous le disais, là on vient de regarder Altman, mais on a aussi la debt to equity qui est extrêmement élevée. Ça permet de calculer aussi la solvabilité de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'en termes de santé financière, il y a quand même un gros point négatif sur l'entreprise. En termes de business, alors on va essayer de mieux comprendre. Donc c'est une société de restauration rapide. Bon, bah voilà, écoutez, on a compris. Je pense qu'ils ont plusieurs restaurants. Ça doit être dans le business. Effectivement, voilà, bon, bah il y a du Burger King. Donc Tim Hortons, Burger King, ok, Louisiana Chickens, etc. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, peut-être quand même un investissement risqué à mon goût, même si la société est sous-évaluée, ça répond pas à tous mes critères d'investissement. Ensuite, dans la même lignée, restauration, Mexican Grill, etc. Mais là, en termes de santé financière, on est sur quelque chose de beaucoup plus safe. Vous voyez qu'on a un score d'Atman qui est extrêmement bon. On a une profitabilité de 9 sur 10, donc avec des marges globalement et un ROE qui sont très importants. Ici, on a un ROE de 45,6%, donc c'est une très bonne chose. Vous voyez qu'on a une GF Value qui est plutôt constante en termes de croissance, et donc actuellement, on serait légèrement surévalué. On peut dire que c'est fair, qu'on est assez bien évalué, quoi. En termes de croissance, contrairement à la dernière entreprise, on est sur du 10 sur 10. Et en termes de momentum, pareil, on est sur du 9 sur 10. Personnellement, j'attendrais de retrouver des niveaux un petit peu plus intéressants pour investir, mais ça a l'air d'être une société intéressante. On a quand même un sévère warning. Hop. Donc on a les assets qui augmentent plus rapidement que les revenus. En gros, ça veut dire que la société, elle n'arrive pas à traduire à 100% les investissements qui sont faits en termes de croissance des revenus. Effectivement, c'est quand même à surveiller. Après, je pense que c'est aussi lié au secteur d'activité, donc c'est pas non plus si crucial pour moi vis-à-vis du secteur d'activité. Après, en termes de GF Value, effectivement, on est un peu dans le rouge. Donc voilà, à surveiller. Et ensuite, notre Bill, il investit chez Hilton. Et effectivement, c'est une société qui est spécialisée dans la détention et l'exploitation d'hôtels, notamment sous différents hôtels, comme Hilton, évidemment. Donc c'est quand même des assez gros hôtels. Ils sont quand même assez diversifiés. Et ils font
de l'alloc, mais aussi, c'est eux qui détiennent les hôtels, quoi. Ils font les deux. En termes de répartition géographique, on a à 80% quand même les États-Unis. On n'a pas d'infos pour le reste, mais 20% autres. Donc ça doit être dans le monde, globalement, parce que des Hilton, on en voit quand même dans le monde. C'est mondialement connu. On va regarder un petit peu en termes d'analyse fondamentale. Bon, on surveillera, on a un 4 sur 10 en termes de santé financière. On a un severe warning. Bon, quand on regarde le score d'Altman, c'est moyen effectivement, mais on n'est pas non plus sur le point de faire faillite. On a un cash to debt qui est assez inquiétant. Vous voyez, mais globalement, on est quand même sur une tendance baissière avec un cash qui a quand même légèrement augmenté et une dette qui a légèrement diminué. Par contre, on a des revenus un petit peu en dents de scie et sur une tendance globalement baissière. Donc ça, c'est vrai que c'est un point un petit peu moins sympa. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a eu le Covid, etc. Actuellement, on est surévalué, comme vous pouvez le voir là. Par contre, on a une belle période quand même de sous-évaluation. Ça pourrait peut-être être intéressant d'investir à ce moment-là. On a un ROE et des marges qui sont très intéressantes, notamment par rapport au secteur d'activité. On fait du luxe, donc c'est pas illogique, au contraire. Mais globalement, je dirais que c'est moyen quand même en termes d'analyse fondamentale, même si on a une entreprise qui est profitable. Et par contre, en termes de croissance, c'est pas ouf du tout. On est sur un 2 sur 10, donc c'est quand même moyen. Et ensuite, on a Canadian Pacific Kansas City Limited, donc anciennement Pacific Railway Limited, et en gros, c'est une société qui exploite des chemins de fer, et notamment des lignes qui relient le Canada, les États-Unis et le Mexique. En termes d'analyse fondamentale, on a une santé financière qui est moyenne. Attention quand même au score d'Altman qui se rapproche du rouge. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Bon, on est sur une société qui est très 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 endettée et qui fait peu de cash. Donc forcément en période de crise ça peine. On a une belle augmentation du revenu là dernièrement, mais globalement ça stagne. C'est plutôt un revenu qui stagne globalement. Donc effectivement, vous voyez que la GF Value, elle a quand même un petit peu explosé à la hausse. C'est notamment lié, je pense, au dernier revenu. Mais bon, du coup, ça révèle pas forcément de ce qui se fait globalement. Donc on serait actuellement sous-évalué. Moi, je pense plutôt qu'on serait bien évalué sur du long terme, mais pas forcément sous-évalué, quoi. En termes de profitabilité, on est sur un 8 sur 10. Donc c'est correct, avec un ROE de 11, qui lui, en revanche, c'est plutôt moyen. Par contre, des marges qui sont supérieures au secteur d'activité. Donc le cash to debt est dans le rouge, ça, il n'y a pas photo, on vient de le voir. Et attention aussi au score d'Altman, qui lui aussi commence à être dans le rouge, en termes de severe warning. Pareil, revenu per share qui décline. Après, je ne connais pas ce score-là, donc je ne vais pas vous en parler plus. Mais globalement, c'est moyen aussi pour cette société-là. Et enfin, on a du Alphabet, maison mère de Google. Bon, avec effectivement une très belle analyse fondamentale. On est sur du 10 sur 10 en termes de profitabilité. Un ROE de 26%, supérieur au secteur d'activité. Pareil pour les marges, une très très belle santé financière. On va quand même aller vérifier le cash to debt. Mais globalement, on est quand même sur une très très belle société. En termes de croissance, on serait sur du 10 sur 10. On va aller voir tout de suite le cash to debt. Bon, je comprends pas pourquoi il est... Ah oui, ok. Cash to debt, je comprends pas pourquoi il est moyen, parce que, par rapport au secteur d'activité, ok. Et historiquement, je pense qu'ils ont fait des investissements. On a un cash qui a diminué aussi, peut-être pour faire face à la crise de 2020. Mais globalement, on a une situation qui est quand même assez exceptionnelle. Effectivement, par rapport au secteur d'activité, en termes de tech, on fait beaucoup de cash. Mais globalement, on a un revenu qui est en croissance. On a une très très belle analyse fondamentale ici. On juge qu'elle est fair, donc elle est justement évaluée. Je cherche mes mots, pardon. Donc, pas grand chose à dire sur Alphabet, maison mère de Google. Une très très belle action. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.